Notre invité politique d'aujourd'hui s'appelle Soumeylou Boubèye Maïga, président de l'ASMA, ancien Premier ministre. Bonjour, bonsoir, Monsieur Maïga. Bonjour, bonsoir. Ok, on va parler des événements du mardi 18. Est-ce que vous avez été surpris de voir que le président IBK soit renversé avec cette facilité par le CNSP, vous en tant que principal artisan de sa réélection en 2018? Enfin, c'est le peuple malien qui l'a élu, la majorité des citoyens. Et moi, j'étais Premier ministre, donc organisateur du processus électoral. Et nous nous sommes efforcés à l'époque de tout faire pour que les élections soient tenues à la date prévue par la Constitution, parce que toute sortie des délais constitutionnels nous amenait dans une situation relativement difficile à contrôler, et puis à faire les élections dans des conditions de sécurité maximales. Je pense que pour l'essentiel, tout le monde a reconnu que les élections se sont bien déroulées et qu'il n'y avait pas de reproches techniques à faire au processus électoral. Bien sûr, il y a eu des contestations politiques, c'est dans l'ordre des choses d'une certaine manière. Maintenant, pour ce qui est arrivé le 18 août, je pense que c'est l'aboutissement d'un long processus de crise sur laquelle il n'y a pas eu de réponse satisfaisante, parce que toutes les réponses qui ont pu être apportées l'ont été de manière tardive et insuffisante, et à tel point que le pays s'est retrouvé dans une sorte d'impasse. Et je pense que les événements du 18 août sont venus dénouer cette impasse-là. Bien entendu, du point de vue des positions de principe, les uns et les autres ont condamné le renversement des institutions. Et puis après, tout le monde s'est résolu à accepter le principe qui est fondamental, c'est-à-dire le principe des réalités, et puis prendre acte de ce qui s'est passé et s'impliquer pour que cette situation puisse nous ouvrir une nouvelle période dans notre vie politique nationale. Une certaine opinion déjà vous reproche de condamner en tout cas ces coups de force du bout des lèvres, au point de douter si vous n'avez même pas une acquaintance avec les militaires. Vous savez, quand les gens disent de condamner avec des bouts de lèvres, moi j'ai toujours considéré que... Est-ce que vous avez condamné ce coup de force? Non, nous avons fait un communiqué pour dire que nous n'avons pas utilisé le terme de condamner, mais que nous prenions acte de ce qui s'est passé. Okay. Et c'est ça la vérité, nous prenons acte de ce qui s'est passé. Parce que vous savez, les positions de conviction n'ont pas besoin de vocifération, d'éclat de voix. Parce qu'après, on voit que ceux qui font souvent le plus de bruit sont les mêmes qui, par la bande, font autre chose, Nous avons préféré prendre acte de ce qui s'est passé et d'espérer que cette nouvelle situation va permettre au pays d'avoir une perspective tout à fait nouvelle du point de vue du fonctionnement de la démocratie, de la rénovation de notre système démocratique, et de faire en sorte que au-delà du formalisme institutionnel, que la qualité de la gouvernance devienne un paramètre fondamental dans l'exercice de l'action publique. C'est ça le plus important. Pour le reste, tous ceux qui ont fait même des condamnations en sont arrivés à la même position et s'impliquent pour que nous puissions sortir de manière harmonieuse de cette situation-là. Est-ce que vous connaissez ces militaires qui ont renversé IBK en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre de la Défense, présenté comme un sécurocrate? Est-ce que vous avez un lien avec ces militaires? Les militaires qui ont fait cette action sont des citoyens maliens qui vivent avec les Maliens dans les quartiers un peu partout, donc tout le monde les connaît. Vous savez, moi, pendant toute ma carrière, j'ai plus travaillé avec les militaires qu'avec les civils, donc je connais quand même la plupart. J'ai commandé directement ou indirectement des milliers de militaires, donc je les connais bien. Et ces militaires-là
assure aujourd'hui le commandement effectif de l'armée. Tout le commandement opérationnel de l'armée est impliqué. C'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu un coup de feu à ma connaissance, à part les coups de feu qui ont été tirés à Kati pour sonner l'alerte. Et donc le problème de savoir est-ce qu'on les connaît ou pas, pour moi c'est si pas... Si vous avez un lien direct avec ces membres... Un lien direct, moi je ne peux pas faire de coup d'État. Okay. Je les connais. Je connais certains, je ne les connais pas tous. Maintenant, vous savez... Ils sollicitent vos conseils? Ils n'ont pas besoin. Moi, je fais toujours ce que je crois devoir faire pour mon pays. J'ai toujours estimé que nous pouvons... Chacun peut être utile à son pays sans être dans une fonction quelconque. Et à l'occasion de cette situation, sans que je n'ai ni mandat ni autre chose que ma propre conviction, j'ai beaucoup travaillé à faire comprendre... les ressorts de la situation que nous connaissons et faire en sorte que les positions d'un certain nombre de nos partenaires évoluent. C'est ça le plus important. Maintenant, vous savez, dès qu'il y a ce type de situation, il y a beaucoup d'autoproclamations, beaucoup de tentatives d'en avoir la paternité directe ou indirecte. Je pense que c'est une action qui a été fondamentalement menée, planifiée et organisée par ceux qui sont aujourd'hui dans le CNSP, avec le concours de l'ensemble de leurs subordonnés. Bon, pour le reste, chacun doit être dans une attitude d'humilité, d'accompagnement. Là, vous vous adressez au mouvement du 5 juin? Non, pas du tout. Non, moi, qui réclame déjà la paternité, en tout cas, de ce renversement? Non, je ne pense pas qu'ils aient réclamé la paternité. Ils ont dit qu'ils étaient... Que les militaires sont venus parachever leur action. Oui, tout à fait. De toute façon, vous savez, en 91, Atité disait la même chose. C'est la preuve, de toute façon, qu'il y a une convergence entre plusieurs composantes du pays. Parce que il faut toujours avoir en tête que la contestation qui s'est amplifiée à partir du 5 juin portait principalement sur le rejet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle et surtout était une colère dirigée contre la confiscation des votes des citoyens. Et ce n'est pas les appareils des partis ou des organisations civiles ou politiques qui ont organisé ça. C'est d'abord les populations qui spontanément se sont mobilisées pour contester ce qui est arrivé. Et tout le monde avait estimé que ce qui était arrivé était non seulement un catalyseur de la crise, mais surtout était un révélateur de pratiques dont les gens ne voulaient plus. Parce que personne ne pouvait imaginer qu'un rouage aussi essentiel que la Cour constitutionnelle pouvait rendre un tel arrêt. Et donc après, les militants, les milliers de Maliens qui se sont mobilisés, pour la plupart, peut-être ils ne sont même pas dans des partis. Ils ne sont même pas dans des partis. Maintenant, c'est vrai, le M5 a eu le mérite d'avoir été le cadre dans lequel cette colère, cette revendication se sont exprimées, se sont cristallisées et ont été amplifiées par la participation de beaucoup d'autres secteurs de la population qui sont quelquefois en détresse économique et sociale, qui ont des problèmes, un manque de perspective. Et c'est ça le plus important. Donc en réalité, il faut toujours faire preuve de beaucoup d'humilité et admettre que bon, c'est bien que les uns et les autres aient été en adéquation avec les aspirations à un moment donné des citoyens, et puis essayer d'aborder la phase qui vient avec un esprit constructif. Justement, on va parler de la phase, de l'avenir, en tout cas, de la gestion de cette crise aujourd'hui. Est-ce que vous avez mené des réflexions dans ce sens? En tout cas, la question de qui va diriger la transition fait débat aujourd'hui. Est-ce que vous, au niveau de votre parti, vous avez mené des réflexions? Nous ne réfléchissons pas d'abord sur les personnes. Nous avons fait un communiqué pour dire que nous voyons l'architecture institutionnelle de la manière suivante, c'est-à-dire un président civil. Et nous avons estimé qu'on pouvait envisager la création d'un poste de vice-président qui reviendrait au CNSP. Pour la simple raison que nous pensons que l'architecture institutionnelle qui doit diriger la transition doit faire une place prépondérante
au CNSP pour que pour leur assurer plus de visibilité, soit à ce niveau, soit à un autre niveau. En quoi un civil est bon ou est mieux à ce poste qu'un militaire? Les normes démocratiques universelles, pour être en phase avec... C'est ça, les normes démocratiques universelles, parce que dans notre constitution même, les militaires, ils ne font pas de politique, quoi. Bon. Et ça, tout le monde doit garder justement à l'esprit que la transition n'est pas une transition partisane, c'est une transition neutre. C'est pourquoi toute tentative de vouloir se l'approprier d'une manière ou d'une autre n'est pas adéquate, parce que la transition sert à préparer les élections pour que des institutions légitimes qui ont la durée puissent s'installer et conduire le pays. Donc nous pensons qu'il faut un exécutif, plus un gouvernement dirigé par un civil et un organe législatif sous la forme d'un conseil national de transition, on pourrait l'appeler comme on veut, mais ça peut être un conseil national de transition, au sein duquel siégeraient des représentants des forces vives de la nation, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, les forces armées de sécurité, pour légiférer et assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Donc ça nous paraît extrêmement important. Bien sûr, de notre point de vue, une fois que ces organes sont en place, la feuille de route s'articulerait principalement autour des recommandations du dialogue national inclusif, en particulier sur les aspects liés à la loi électorale, de manière à mettre rapidement en place un organe unique de gestion de l'ensemble du processus électoral, d'envisager une sorte d'enrichissement du point sur le mode de scrutin pour introduire une dose de proportionnel, parce que nous estimons que à partir de 3 députés, ce serait mieux que beaucoup de composantes se sentent représentées à l'Assemblée, parce que le système que nous avons actuellement, vous avez 50,10%, mais ça devient 100% des représentants à l'Assemblée. Donc on peut, pour les cas où il y a plus de 3 députés, envisager une dose de proportionnelle. Comme ça, on pourrait, peut-être après les organes qui seront mis en place, pourrait saisir la Cour constitutionnelle pour qu'un scrutin mixte puisse être organisé. Nous avons dit dans notre communiqué qu'il fallait aussi procéder à la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'accord pour la paix qui ne posent pas problème, et la création, la mise en place concomitante d'une structure de réflexion, de discussion sur les dispositions de l'accord qui posent problème. Et puis, maintenant, une fois que le gouvernement sera en place, il est évident que la consolidation des capacités opérationnelles des forces armées, afin qu'elles puissent continuer leur mission de sécurisation du territoire et des populations soit plus efficace, et qu'elles puissent s'insérer efficacement aussi dans les dispositifs régionaux, sous-régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme. Et puis, compte tenu de la crise et des effets de la crise sanitaire, il est important qu'un plan de relance économique soit élaboré pour accompagner toute cette démarche institutionnelle. Et comment vous appréciez aujourd'hui les premières démarches du CNSP? Est-ce que cette première démarche vous rassure? Oui, il n'y a pas d'inquiétude majeure, c'est-à-dire que, vous savez... Une première concertation a avorté déjà? Non, bon, ça c'est pas grave, vous savez, dans une période comme celle-ci, il y a forcément des tâtonnements. Ils sont dans un champ pour lequel ils n'étaient pas préparés. Peut-être sur beaucoup d'aspects, compte tenu du contexte dans lequel même leur action a pu être préparée, planifiée, exécutée, il n'y a pas eu de réflexion trop poussée sur un certain nombre de questions, comme les questions institutionnelles, l'architecture institutionnelle, la feuille de route, la durée de la transition. C'est pourquoi tout le monde doit être dans un état d'esprit d'accompagnement, de soutien, sans tomber dans les invectives, les anathèmes, l'exclusion, en se disant que cette période sert à préparer les conditions de meilleure compétition entre les différentes offres politiques des partis, pour que demain les citoyens puissent choisir ce qui devrait diriger le pays dans la durée,
dans la légitimité et conduire le pays vers la stabilité institutionnelle, vers une société de justice et de progrès pour tous. C'est ça le plus important. Mais donc, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans la surenchère et être vraiment dans un état d'esprit d'accompagnement et de soutien. Du reste, c'est ça que nous disons même pour la communauté internationale. Nous avons dit que dès lors que la communauté internationale a pris acte du principe de réalité, elle doit être plus dans une logique d'accompagnement que de sanction. Okay. Et c'est valable aussi pour nous au niveau intérieur. Ok, voilà, c'est ce que je voulais aborder. En fait, le Mali est aujourd'hui isolé depuis ces coups de force, parce que les militaires n'aiment pas qu'on appelle coup d'État. Depuis ces coups de force, comment amener, en tout cas, le chef d'État de la sous-région, de la CEDEAO, à lever toutes ces sanctions qui pénalisent les populations et non forcément les élites? La seule manière, c'est d'aller rapidement vers le retour à des normes constitutionnelles. Parce que est-ce que vous pensez que la CEDEAO a bien évalué la situation? Quand on écoute les militaires, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est un président qui a démissionné. Oui, tout à fait, mais voilà. C'est quand même une situation exceptionnelle. Bon, la sémantique n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Okay. Le plus important, c'est que nous avons une rupture constitutionnelle quand même. Et nous ne sommes pas dans les normes constitutionnelles nationales et puis universelles. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que les instruments juridiques, régionaux ou internationaux auxquels nous sommes partie prenante, sont tels que vous avez beaucoup de pays qui, de par leur loi même, ne peuvent plus coopérer avec un pays qui n'est pas sous ces normes constitutionnelles. La décision de la CEDEAO s'adosse à des instruments dont nous sommes partie prenante. Parce que la CEDEAO n'est pas étrangère au Mali, nous sommes membres du marché. Maintenant, c'est vrai que les sanctions qui sont prises touchent fondamentalement les populations. Parce que elles affaiblissent les conditions de vie des populations, elles pénalisent les populations, elles pénalisent nos opérateurs économiques, mais aussi leurs partenaires de la région et sur le plan international, parce que dès lors qu'on ne peut plus faire de transactions financières, par exemple, internationales, mais faire les activités d'échange deviennent problématiques. C'est pour là, par exemple, les emprunts que nous faisons sur le marché régional sont extrêmement importants dans l'approvisionnement du pays en ressources financières pour continuer de fonctionner. Mais si nous sommes dans une situation d'instabilité institutionnelle, c'est des choses qui ne peuvent pas. Là, on avait prévu, je crois que le gouvernement avait prévu des emprunts d'environ 700, un peu plus de 750 milliards, sur lesquels il restait encore plus de la moitié à mobiliser. Mais si nous continuons comme ça va être impossible. Et nous avons, en termes d'aide budgétaire, on avait à peu près 390 milliards ou un peu moins de 390 milliards d'aides budgétaires dont nous ne pourrons plus bénéficier. Donc c'est ça la réalité. Et c'est pour ça que nous devons avancer rapidement pour retrouver des normes constitutionnelles qui sont conformes à notre propre constitution et qui permettraient à nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux de pouvoir agir à nos côtés. Et nous avons proposé que dans le comité de suivi de tout le schéma de transition qui sera mis en place, nous avons proposé que la base de l'accompagnement international soit élargie au-delà de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, à des partenaires et voisins importants comme la Mauritanie et l'Algérie, avec lesquels nous avons quand même les frontières les plus longues, donc, et qui ne sont pas membres de la CEDEAO. Et à des pays comme le Maroc et le Tchad qui sont très impliqués dans la stabilisation du pays, et puis il y a des pays qui sont les pays membres du Conseil de sécurité, et ça y est, la France, les États-Unis, la Russie et la Chine. Et ça, nous devons bien comprendre cela, c'est-à-dire que c'est une situation que nous déplorons, et qui est préjudiciable pour le pays, sur cette situation des sanctions. Et plus vite nous en sortons, mieux ça vaut pour tout le monde. La dernière question de l'émission, malgré l'appel
de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne. Et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moussa Terminé, et le Premier ministre Dr Bou seraient toujours détenus par le CNSP. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Non, nous avons demandé dans notre communiqué la libération des personnalités encore détenues, en particulier les deux dont vous parlez, parce que de toute façon, le CNSP n'est pas un organe de poursuite judiciaire, quoi. Et donc je pense que eux-mêmes, ils pensent, je suis sûr, pour avoir connu les périodes antérieures, parce que bon, en 2012, moi-même j'avais passé 22 nuits, 23 jours à Kati. Bon, je ne leur souhaite pas ça, bien sûr. Et donc je pense qu'il faudrait que très rapidement nous puissions sortir de cette situation d'exception pour ce qui les concerne. Voilà. La libération de Ibeka, c'était une bonne nouvelle? Oui, c'était un bon signal, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut justement, c'est pour ça qu'il faut poursuivre dans le même sens. Okay. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci, Président. Mais merci beaucoup. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Invité politique. Notre invité était Soumeylou Bougaï Maïga, ancien Premier ministre, président de l'ASMA CFP.